Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous vous remercions de nous accueillir chez vous pour notre émission Vendredi Citoyen. Vendredi Citoyen qui est une émission conçue par la plateforme Antenne Monde de la société civile de la République démocratique du Congo. Et l'objectif de cette émission, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'il y ait interface entre ceux qui luttent pour le changement à RD Congo, qui sont ici dans la diaspora, et ceux qui sont au pays. Et dans ce cadre, nous accueillons quelqu'un qui a beaucoup milité au pays et qui se retrouve ici. Il s'appelle Franck Otete, docteur Franck Otete. Il est du mouvement Filimbi. Vous avez sûrement déjà entendu parler du mouvement Filimbi, mais lui-même il est là. Il va en parler un tout petit peu avant qu'on aille en profondeur de notre émission. Monsieur Franck Otete, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Fita. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre émission avec tout ce que vous avez fait. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, ce serait un plaisir pour nos auditeurs, pour nos lecteurs, de leur dire, leur rappeler le mouvement Filimbi, c'est quoi et pourquoi Filimbi? Oui, plusieurs me connaissent déjà, mais je vais me faire le plaisir de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle donc Franck Otete, je suis médecin, j'ai un diplôme en médecine humaine, chirurgie et accouchement, et je suis en même temps aussi militant dans le mouvement Filimbi. Et je vais donc vous expliquer ce que signifie Filimbi. Filimbi veut dire siffler. Et je ne peux autrement le montrer que de l'utiliser. Un sifflet est fait pour indiquer, signaler une situation. Et lorsque généralement on signale une situation, on indique laquelle. Nous utilisons ce carton rouge pour signaler qu'au Congo, on a marre de toute la situation qui rend mal à l'aise la population congolaise, qui détruit les vies humaines, qui réduit la qualité de vie de nos citoyens, qui entraîne dans l'irrespect des principes légaux établis, dans l'irrespect de la Constitution, dans l'irrespect de la loi. Donc, nous montons ce carton rouge pour dire halte à tout ce qui n'est pas valeureux, halte à tout ce qui ne respecte pas la dignité et la liberté d'expression et de manifestation, halte à tout ce qui, au final, n'est pas favorable à permettre le bien-être humain des Congolais. Voilà ce que signifie Filimbi. Nous avons commencé ce mouvement de manière informelle depuis 2012, mais nous nous sommes rendus officiellement présents en RDC le 15 mars 2015, et ce jour, il est arrivé un incident très grave. Le gouvernement congolais a envoyé dans la salle où nous étions une police militaire avec les agents de l'ANR qui ont pu arrêter 30 de nos collègues, et nous avons pu échapper à cet événement-là. Nous nous sommes cachés un certain nombre de jours et par un certain moyen, nous nous sommes retrouvés ici en Belgique. Voilà pour répondre à la question de comment se fait-il que nous sommes ici en Belgique plutôt qu'au Congo. Mais le mouvement Filimbi se porte très bien. C'est un mouvement qui est accepté par tous les Congolais parce que tous les jeunes à qui ce mouvement était destiné ont compris réellement que nous avons besoin, en tant que jeunes, de pouvoir nous engager énergiquement, de manière incontournable, pour contraindre nos autorités à pouvoir faire ce pourquoi ils se sont engagés, que ce soit au gouvernement, au Parlement ou à la présidence, c'est-à-dire servir le peuple congolais. Donc, le mouvement Filimbi se porte bien et les citoyens sont debout pour contraindre les autorités à respecter les lois, à respecter la Constitution et à faire ce qui correspond au bien-être de la population. Merci bien, Franck Otete. Je note le 15 mars de l'année passée. Et 16 mois après le 15 mars, ça donnerait le 15... 16 mois, calculons un peu, 12 mois, ça ferait au 15 mars, 2016, oui. Avril, mai, juin, juillet, et ça aurait fait 16 mois. Donc le 15 juillet, cela aurait fait 16 mois. Or, il y a un monsieur qui s'appelle Nanga Corneille, qui est de la société civile, enfin qui dirige la CENI. Et à l'époque, la CENI n'existait pas. Vous aviez déjà votre carton rouge. Je suppose qu'à l'époque, vous aviez déjà le carton rouge pour la CENI. Et que si vous avez suivi aujourd'hui, on ne serait pas là où l'on est.
Et comment est-ce que vous analysez un peu la position de la CENI qui, il y a longtemps, existait déjà et aujourd'hui parle toujours de 16 mois qui peuvent nous amener très très loin? Il n'y a pas une autre façon d'analyser la position de la CENI que de la comparer à ce que dit la Constitution. C'est très clair, aujourd'hui, notre Constitution demande à la CENI de pouvoir lancer le processus électoral le 19 septembre, soit 3 mois avant le 20 décembre où le président actuel doit rendre le tablier à son collègue qui sera élu à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, ma lecture sur la CENI, c'est que la CENI doit, d'ici lundi, qui est le 19 septembre 2016, annoncer de manière officielle et solennelle à toute la communauté congolaise. Nous lançons aujourd'hui le processus électoral en RDC en vue de pouvoir élire le président de la République parce que c'est les élections présidentielles qui sont celles qui, dans la Constitution, ont une date précise, des modalités précises pour y accéder et le gouvernement actuel en place avait comme charge de pouvoir rendre cela possible par une mise en place des moyens et des dispositions nécessaires et la CENI doit donc manifester cela dès la journée de lundi. Et si le lundi 19, la CENI ne lance pas le processus, vous pensez qu'elle mériterait un carton rouge ou pas? Ou bien les excuses qu'elle avance sont valables? Et quand on fait le recul, on se rend compte que votre carton rouge date déjà d'il y a très longtemps. Il n'y a pas d'excuse valable lorsqu'on a des obligations de résultats. La CENI est soumise à des obligations, à une obligation de résultat. La CENI a reçu un mandat, est une institution qui trouve sa légitimité ou sa légalité dans les lois de la République démocratique du Congo, partant de la Constitution. Cette CENI a reçu une mission bien claire, des objectifs bien clairs et avec des échéances bien précises. Donc, ce que nous attendons pour ce lundi, c'est que la CENI vienne à cette échéance qui a été donnée depuis très longtemps, nous annoncer ce que nous attendons. À ce moment-là, si la CENI ne nous annonce pas ce que nous attendons, ça ne sera pas Franck Otete qui va prendre son carton rouge et son sifflet parce que le message que Franck Otete porte, ce n'est pas le message de Franck, ni de Floribert, ni de Yango Kiakwama, ni de tous les autres membres de Filimbi. C'est tout simplement un message qui porte toute une aspiration profonde d'un peuple, le peuple congolais. Donc, ça sera à ce moment-là, je veux dire, un concert de sifflets à travers toute la République démocratique du Congo qui sait qu'il existe l'article 64 qui leur donne la responsabilité de pouvoir faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui arriverait à enfreindre l'exercice du pouvoir selon ce que prévoit la Constitution. Bien, merci. Nous avons parlé de la CENI, peut-être que nous y reviendrons. Parlons aussi de notre élément d'actualité. Depuis l'année passée, bien longtemps avant, en fait, depuis 2013, le président Kabila a toujours cherché une cohésion, concertation, dialogue, mais finalement, le facilitateur Kodjo s'est décidé, le 1er septembre, il a convoqué le dialogue, et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin, demain, en principe, il devrait clôturer. Et quelle lecture vous avez de ce dialogue depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme analyse ou critique par rapport à ce qui s'est fait et qui s'est dit? Vous, mouvement Filimbi, 100 ans. L'analyse ou la critique ne peut qu'être que négative non pas parce qu'aujourd'hui j'ai fait la lecture de l'évolution des choses, mais premièrement parce que dès le départ, nous avons clairement donné un communiqué donnant notre analyse de la situation et disant que ce dialogue qui était rendu nécessaire, en tout cas de toutes parts au niveau de la majorité présidentielle, ils se sont arrangés à nous rendre nécessaire un dialogue dont on n'avait pas besoin. Il est vrai que le principe du dialogue est un principe internationalement reconnu, universellement reconnu. En Afrique, on parle de l'arbre à palabres, mais on ne crée pas des problèmes pour pouvoir user de l'arbre à palabres. On ne va pas
manufacturer des problèmes et après avoir raison de les utiliser sous un arbre à palabres et dire qu'il est important de se mettre sous l'arbre à palabres. S'il y a des gens qui manufacturent des problèmes, ils doivent être rendus responsables des problèmes qu'ils ont créés et nous avons des dispositions constitutionnelles, nous avons des dispositions légales, nous avons des cadres institutionnels qui sont prévus pour résoudre des problèmes qui sont connus. Par exemple, le problème des élections. Il y a des dates qui sont prévues dans la Constitution, il y a des échéances bien précises et donc aujourd'hui, on n'avait pas besoin d'un dialogue pour pouvoir organiser les élections en RDC. Donc ce dialogue a été monté de toutes pièces, rendu nécessaire ou indispensable d'une façon vraiment aléatoire pour pouvoir amener plutôt un projet que les Congolais comprennent très bien, c'est-à-dire arriver à maintenir Kabila au pouvoir. Donc, M. Kodjo, qui n'a donné aucun exemple de légalité ou de démocratie dans son pays, je ne sais pas comment, en une fois ou par un bâton magique, peut se muer et devenir quelqu'un qui peut amener une leçon de démocratie en RDC. Kodjo est un agent aujourd'hui qui agit en faveur des projets, agendas cachés de la majorité présidentielle qui, pour des raisons que nous ne connaissons pas, il faut aller écouter le désir de Kabila, que pouvait dire Kinki Mulumba, ou aller regarder tous les projets de Bochab et de tous les autres qui étaient en train d'aménager des moyens pour le maintenir, eux peuvent comprendre pourquoi on doit chercher à avoir comme objectif de tout un pays maintenir un individu au pouvoir, alors que les dispositions légales constitutionnelles montrent que nous devons respecter le principe de l'alternance. Donc, la lecture, si vous voulez, je ne pouvais pas même arriver à la faire dans ce qui est en train de se passer. Dès le départ, nous avions déjà annoncé que ce dialogue, nous n'en avions pas besoin. Et lorsqu'on en vient au fait, on regarde ce qui s'est passé depuis que ce dialogue a été lancé, vous avez vu que, encore une fois, c'est une théâtralisation d'un ensemble de choses qui n'ont pas de fond, mais qui visent tout simplement à pouvoir créer une situation où les gens qui se trouvent dans ce forum vont se redistribuer des postes ministériels, on va rendre nécessaire l'existence d'un gouvernement de transition, et bien sûr, puisque les dispositions adoptées au cours d'un tel forum vont donner l'impression d'avoir été unanimement acquises, ça va nous mettre dans une situation telle que nous serons nous-mêmes en faux par rapport à notre constitution, et c'est là qu'ils veulent, par malignité, trouver un moyen de rendre cette constitution obsolète et trouver donc des raisons pour passer à un référendum, pour bien sûr maintenir la seule personne qu'ils pensent pouvoir diriger le Congo, c'est-à-dire M. Kabila. Mais aujourd'hui, la jeunesse congolaise, aujourd'hui, tous les Congolais qui sont conscients et qui aiment le pays disent non. Nous devons procéder à l'alternance à partir du 19 septembre par un processus électoral qui va lancer la convocation des élections pour la présidence et à partir du 20 décembre par une alternance civile, paisible, démocratique entre M. Kabila qui est actuellement au pouvoir et c'est lui que les Congolais, c'est lui sur qui les Congolais vont jeter leur dévolu pour présider à l'avenir de la République démocratique du Congo. Merci bien, M. Franck Otete. Une autre question par rapport à ce fameux dialogue. Si elle se clôture avec des conclusions ou des recommandations, seront-elles opposables à tous les Congolais, oui ou non? Si vous dites non, pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas être opposables à nous tous? Je ne m'attends pas vraiment à des conclusions qui soient intéressantes d'un tel dialogue, dont on sait sa genèse. Mais si par un heureux hasard ou une chance inattendue, ce dialogue nous apportait des conclusions qui soient favorables, alors ce dialogue viendra exactement avec les mesures qui sont prévues par la Constitution, ce qui ne sera pas un problème. Si aujourd'hui ils finissent le dialogue et ils disent « Ok, nous nous sommes réunis, nous avons échangé et écoutant les uns et les autres, nous avons compris qu'il est temps maintenant en République démocratique du Congo de procéder à l'alternance et que nous donnons
à la CENI la voie libre de pouvoir organiser le début du processus électoral, je pense que tous les Congolais ne vont qu'acclamer et peut-être par une certaine chance, M. Edem Kodjo, que les Quinois n'ont jamais accepté ni toléré, cette fois-là, il pourra être porté sur le Chipoy pour le ramener dans son pays. Mais je suis vraiment très pessimiste par rapport à un tel scénario. Et bien sûr, ils viendront avec des conclusions qui vont tout à fait à l'encontre de ce que les vrais Congolais attendent. Et bien sûr, la sanction de la population congolaise sera vraiment intransigeante, elle sera dure, elle sera sévère. La population congolaise va exiger que la Constitution soit respectée, va exiger qu'il y ait alternance comme prévu en décembre 2016. Il n'y a pas une autre forme de négociation ou une autre forme de tergiversation qui va s'en suivre. Bon, nous allons faire un petit jeu avec votre carton rouge, parce qu'ils n'ont pas encore conclu. À supposer que dans leur conclusion, ils disent, après le 19 décembre, Kabila reste au pouvoir. Vous leur adressez le carton, quel carton? Rouge. À supposer qu'ils disent, nous allons faire un gouvernement de transition. Vous allez leur adresser quel carton? Toujours rouge. À supposer qu'ils disent que la constitution actuelle, on va chercher à la changer pour pouvoir continuer au-delà du délai constitutionnel. Sifflet et carton rouge. Et M. Okitundu, qui est le dialogueur de la majorité, et M. Kamere, il parle déjà de l'après 20 décembre avec Kabila qui reste au pouvoir. Ils auront quel carton? Monsieur ceux qui disent Okitundu aura et le sifflet et le carton rouge, de la même manière que tout projet qui va à l'encontre de l'alternance en décembre 2016. On ne peut pas se faire prévaloir par sa propre turpitude. Je ne suis pas juriste, je suis médecin, mais tellement que nous étions en conflit avec nos amis de la faculté de droit, ils venaient nous montrer leur savoir et nous répéter ce genre de phrases, qu'on ne peut en justice se prévaloir de sa propre turpitude. Le gouvernement actuel n'a fait que créer des occasions pour pouvoir ajourner les élections, pour pouvoir tirer en longueur le processus électoral. Il y a eu des montants de financement bien définis dans les budgets. Il y avait des budgets déjà prévus même par la Constitution, par la loi, qui n'ont pas été exécutés en faveur du processus qui a été décidé à l'avance. Et dans ce contexte-là, je ne vois pas pourquoi il y a des gens qui sont réprochables d'un certain nombre de choses, on va encore les gratifier et leur donner l'occasion de nous diriger encore dans un gouvernement de transition. Je ne sais pas si c'est seulement au Congo que nous devons maintenant gratifier des personnes qui se comportent comme des délinquants au sommet de l'État, parce que c'est ça le mot que je peux dire. Si quelqu'un accepte de violer la loi, je ne vois pas comment je peux l'appeler autrement. On ne doit pas accepter une délinquance de l'État. Non, nous devons refuser cela, parce que si la délinquance de la population ou de tout citoyen congolais est réprimée par la loi, eh bien, M. Kabila, toute l'équipe qu'il dirige, tous membres du gouvernement, du Parlement et tout autre sont soumis aux mêmes lois. Donc, nous allons tout simplement exiger que la loi soit appliquée, dure soit-elle, sur cette situation. Merci bien, Monsieur Franck Tété. Nous allons clôturer avec ce problème de dialogue. Nous allons passer au point suivant. C'est celui de l'interface entre les Congolais qui vivent ici et la société civile au pays. Vous le savez très bien, en 2011, quand il y a eu le hold-up électoral, on a eu des milliers de Congolais qui sont descendus dans la rue en Occident. En même temps qu'au pays, les gens n'étaient pas contents du fait que la ville était militarisée, c'est qu'il lui-même avait été pris en otage durant longtemps. Et donc, la société civile au Congo, c'est une grande force. Les Congolais qui vivent ici à l'étranger sont une grande force. Qu'est-ce que vous pensez
de l'interactivité éventuelle entre les deux forces. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Qu'est-ce que vous avez comme suggestion pour que ces deux forces entrent en action par rapport au processus actuel qui est vraiment en danger? Merci, c'est une très très bonne question. Je commence par le côté de la diaspora. On ne peut pas définir une diaspora au vrai sens du mot sans considérer dans le chef des personnes qui sont de la diaspora un projet en faveur du pays d'origine duquel ils viennent. Donc, lorsqu'on parle de diaspora, on voit clairement un groupe de personnes issues d'un pays, mais qui nourrit un projet, qui nourrit une vision, des objectifs par rapport à la réalisation d'un certain nombre de choses dans leur pays d'origine. Et à ce titre-là, je félicite beaucoup la diaspora congolaise ici en Belgique, qui très visiblement est consciente de cette qualité de la diaspora, qui non seulement est consciente de ça, mais s'affaire tant bien que mal à pouvoir accomplir cette mission-là. Cette diaspora en Belgique particulièrement, et bien sûr de manière générale dans tous les autres pays occidentaux, en France, Allemagne, Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, je vois que la diaspora congolaise montre vraiment un leadership, montre vraiment à la limite une prise de conscience de son rôle par rapport à ce qui se passe au pays. Alors quand j'en viens maintenant à la population en RDC, la situation en RDC étant telle qu'elle est sur un certain nombre de décennies, il y a une précarité énorme, il y a la pauvreté, il y a le règne de l'informel, le secteur formel ne fonctionnant pas bien, les gens ne sont pas payés, les enseignants, tout le monde, ce qui fait que le niveau de pauvreté, d'ailleurs si vous regardez la majorité de rapports mondiaux sur le bien-être humain, le Congo a très souvent été, moi je le cherche quand on donne un rapport comme ça, je vais directement au bas de l'échelle pour retrouver le Congo au lieu de le chercher un peu au-dessus. Donc, cette situation a fait que la population congolaise est très dépendante de toutes les personnes qui sont en Occident. Bien sûr, les familles qui ont des membres ou des gens qui ont des amis en Occident sont très dépendants et bien sûr, non pas pour quémander, mais on sait que ce lien familial que l'on a entraîne très souvent un besoin de solidarité, un besoin de s'entraider. Et je vois cette interaction apporter au-delà de l'aide financière que ça donne, au-delà de l'amour que ça entretient entre les membres de famille qui s'aident de cette façon-là, je vois cette interaction apporter aussi quelque chose de très déterminant, c'est-à-dire une définition de vision claire et des objectifs par rapport aux changements qui doivent survenir au pays. Oui, c'est là que je voudrais en venir. Dans cette période-là, oui. Il reste 90 jours pratiquement pour que les choses changent selon la Constitution. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ceux qui sont ici, par rapport à ceux qui sont au pays? Mais c'est très clair. Ce qu'ils peuvent faire, c'est rappeler à ceux qui sont au pays leurs responsabilités par rapport à la situation qui est au pays. Ce n'est pas une façon de les entêter ou de les pousser à quelque chose qui n'est pas permis, mais au contraire, c'est une façon de leur rappeler leurs devoirs citoyens. La Constitution congolaise, à son article 64, prévoit par exemple que si on gère mal le pays au sommet de l'État, la population congolaise doit prendre ses responsabilités. Il y a plusieurs dispositions comme ça dans la Constitution qui demandent que le citoyen puisse exercer sa prérogative en tant que citoyen pour gérer l'environnement dans lequel il vit, pour contribuer à l'amélioration de ses propres conditions de vie. Donc, la diaspora ici et dans les autres pays occidentaux ferait bonne œuvre à pouvoir rappeler à tous leurs frères, à tous leurs membres de famille, le rôle qu'ils doivent jouer pendant ce temps au Congo. Et je pense que les Congolais, pour le moment, de ce que j'en sais, parce que je viens tout récemment de la RDC, les Congolais ne se feront pas prier par rapport à ça. Tout le monde en RDC aujourd'hui est conscient que la situation malheureuse, la situation déplorable que les populations sont en train de vivre dans ce pays est une situation entretenue. C'est une situation voulue, on va dire, par la classe politique qui dirige le pays. Et donc,
Je veux dire par une mauvaise gestion de la chose publique. Et donc, lorsqu'on identifie les causes qui sont à la base d'un certain nombre de problèmes, c'est simple de pouvoir s'en prendre à ces causes. Aujourd'hui, résoudre le problème de la misère en République démocratique du Congo, résoudre le problème de la pauvreté intense. J'ai vu un rapport qui disait que la population, il y a plus de 80% de la population en RDC vit en dessous de 1,75 $. Donc, pour résoudre cette situation, il faut corriger, arriver à adresser les causes. Et les causes, aujourd'hui, c'est clair, c'est la mauvaise gestion, c'est la mauvaise gouvernance. Voilà pourquoi l'engagement citoyen doit être un élément important dans l'interaction entre la diaspora et la population qui est encore au pays. Donc ce sujet de l'engagement citoyen, et je suis content que vous avez dédié toute une émission Vendredi citoyen, c'est vraiment un très bon signe, et je pense que des émissions comme celle-ci et des interactions individuelles entre les membres de la diaspora et les gens qui sont au pays vont permettre que le Congo va se retrouver debout, comme nous le chantons dans l'hymne national. Merci beaucoup, Monsieur Franco Tété, chers lecteurs, chers amis téléspectateurs, amis du Congo. Vous l'avez remarqué, pour nous qui vivons ici à l'étranger, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Durant les autres émissions, cela a été rappelé, et M. Otété le rappelle encore aujourd'hui. Posez-vous la question, par rapport au processus électoral actuel, qu'est-ce que je fais avec mes frères qui sont au pays? Qu'est-ce que je peux faire en groupe par rapport à d'autres groupes? C'est l'avenir de notre pays qui en dépend. Et pour terminer, nous allons parler du délai fatidique du 20 décembre. Le 20 décembre, selon la Constitution, passation de pouvoir. Aujourd'hui, à quelques jours du 19 septembre, on se rend compte qu'il y a la confusion totale. Et comment nous en sortir? Comment faire en sorte que les élections aient lieu entre aujourd'hui et décembre, et que ce jour-là, il y ait remise et reprise. Et si, c'est la question que je poserai ensuite, si rien ne se fait, que faire? Et ça, les Congolais se posent la question, mais surtout, ils attendent la réponse des activistes que vous êtes. La première réponse, c'est qu'aujourd'hui, les Congolais ne doivent surtout pas écouter des leurs, c'est-à-dire des paroles que je considère comme des leurs, issus de quelques forums, que ce soit le dialogue ou que ce soit une rencontre entre deux individus dans un endroit et des conclusions d'une telle rencontre, Constitution. Non. Aujourd'hui, je me répète encore, le Congolais doit scruter tout ce qui se passe par rapport à la Constitution. Et il doit scruter tout ce qui se passe par rapport aux missions de chaque personne, chaque institution qui existe en RDC. Qu'est-ce que cette personne a eu comme responsabilité, comme moyen et comme mission? C'est en rapport avec ça que les Congolais doivent juger leurs dirigeants, leurs responsables. Un dirigeant, je le répète toujours lorsque j'échange avec des jeunes dans l'engagement citoyen, un dirigeant, qu'il soit chef de l'État, qu'il soit ministre, qu'il soit membre du Parlement, est comme un employé d'une entreprise, et le chef d'entreprise, c'est la population. Vous avez engagé Kabila comme chef de l'État pour un certain nombre de prérogatives, pour un certain nombre d'activités au sommet de l'État. Par exemple, finir la guerre à l'est du pays, par exemple, améliorer les conditions de vie des Congolais, par exemple, contribuer à la reconstruction de notre pays. Qu'est-ce que Kabila a fait depuis qu'il est au pouvoir jusque maintenant? Vous en êtes content, oui ou non? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, regardez se dire, il y a eu un gouvernement qui a été formé. Ce gouvernement a prévu de pouvoir accomplir telle chose, et il a élu un budget à ça. L'a-t-il fait, oui ou non? Voilà les questions que les Congolais doivent se poser maintenant. Et à la date d'aujourd'hui, il y a des échéances clés. Le 19 septembre, il y a quelque chose qui doit se passer par rapport à ce qui est prévu dans la Constitution. Et il y a une institution qui a la charge de pouvoir faire arriver cette chose-là en faveur des Congolais. C'est la CENI.
Et si le 19, il n'y a rien. Absolument. Parce que c'est ça maintenant, les gens disent, on fait quoi? Ce que la CENI doit faire le 19 touche à l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo. Et donc, si la CENI n'a rien fait le 19 septembre, nous, les citoyens, nous comprendrons que nous, les citoyens, nous prenons notre responsabilité de pouvoir faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui va essayer de perturber le bon exercice du pouvoir selon la Constitution. Donc, à ce moment-là, la population congolaise, par la marche, par la manifestation, une présence massive dans les rues de Kinshasa qui sont nos rues, une présence massive devant la CENI, avec des coups de sifflet, avec des cartons rouges. Prenez des papiers rouges découpés en petits rectangles, vous avez votre carton rouge, vous pouvez siffler avec vos doigts. Je me rappelle quand j'étais jeune, nous prenions des feuilles de Bourgainvilliers, je pense, et on pliait ça en deux quand on était encore jeune, et on pouvait souffler dedans et ça donnait un son. On peut utiliser des casseroles, on peut faire des tintamars. Le peuple a plusieurs moyens, il en existe plus de 200 pour, de manière non violente, exprimer à ces dirigeants irresponsables dans ce cas-là, de pouvoir comprendre que nous en avons marre, nous ne voulons pas, nous n'acceptons pas ce qui est en train de se passer et maintenant il est temps que nous puissions reprendre notre légitimité et pour vous contraindre à pouvoir respecter la légalité. En des termes très clairs, si le 19 Nanga ne commence pas l'enrôlement, vous donnez le mot d'ordre à la population de se prendre en charge, de faire tout ce qu'il faut pour que le processus démarre, c'est cela? Première chose, ce mot d'ordre ne sera même pas, ils vont même pas se prier d'avoir ce mot d'ordre parce que déjà la population congolaise a été suffisamment édifiée malgré qu'on avait réprimé l'activité que nous avons fait comme mouvement Filimbi à Kinshasa. On a continué à interagir avec beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, vous le savez très bien, on est allé du mouvement Filimbi avec le mouvement Lucha, on a pu contribuer à la mise en place du Front citoyen. Aujourd'hui, à Kinshasa, se rassemblent des jeunes conscients de la RDC, des jeunes conscients civiquement, je veux dire, de leurs responsabilités. Et ces jeunes viennent de tous bords. Vous avez les jeunes de Filimbi, vous avez des jeunes de Lucha, vous avez les jeunes du Rassemblement, vous avez les jeunes qui appartiennent à G7, vous avez des jeunes qui appartiennent à la dynamique de l'opposition et des jeunes qui ne s'identifient même pas d'un parti ou d'une représentation viennent et se rencontrent et discutent sur l'avenir de leur pays, gardant à l'esprit les différents enjeux qui sont déterminés par les échéances en cours. Oui, monsieur OTT. Donc, moi, je reviens toujours à la fameuse date du 19 septembre. Vous avez dit, OK, le peuple est suffisamment conscient, on sait que ça va commencer. Et si on arrive au 19 décembre et qu'il n'y a toujours rien, on fait quoi? Qu'il n'y a rien de la part de Corneille Nangaa? Oui, mais il n'organise pas les élections, il raconte des salades, etc., etc. Si entre aujourd'hui jusqu'au 19 décembre, il y a toujours du folklore, mais quel serait le mot d'ordre de Filimbi pour la population congolaise? Un mot d'ordre que vous trouvez qui est légitime? La population congolaise, ne vous gênez pas, allez-y. La jeunesse congolaise qui m'écoute en ce moment et avec laquelle je me suis réuni à Massina, pas pour parler de la politique, pas pour parler de responsabilités à prendre dans les postes ministériels, mais pour parler de notre vie. Ce jour-là, je me suis retrouvé avec des jeunes parlant de notre vie. Nous avons parlé du taux de malnutrition qui, entre 0 et 5 ans, est à 43%. Sur tout le règne de Kabila, ce taux est resté comme cela. Nous avons parlé de tous ces gens qui meurent dans des conditions inacceptables à la guerre, dans la guerre de l'Est du pays. Nous avons parlé de tout le taux de pauvreté qui est à Kinshasa, très élevé. Toutes ces morts que nous déplorons même par la faim. On est dans un pays qui a 80 millions d'hectares cultivables, arables, mais nous mourons de faim, nous emportons des denrées alimentaires. Et on parlait avec ces jeunes,
ils ont compris ce message. Et donc, c'est à ces jeunes, même pas besoin c'est à de vous donner un mot d'ordre. que je m'adresse, vous rappelant de ce que nous avons discuté autrefois, de ce que nous avons identifié comme cause des situations qui sont récurrentes en République démocratique du Congo, c'est-à-dire pauvreté, misère, insécurité, guerre, ainsi de suite. Toutes ces situations, selon nos discussions, c'est clair, étaient dues à la mauvaise gouvernance. Et ils ne veulent pas partir. Maintenant, non seulement qu'on a mal géré, on ne veut pas partir, on veut prendre en otage notre bien commun, qui est la République démocratique du Congo. À ce moment, c'est très clair, on n'a pas besoin d'un mot d'ordre et vous comprenez que nous devons tous entrer massivement dans les rues de Kinshasa, qui est notre ville. La ville de Kinshasa appartient à la population congolaise. Le gouverneur Kimbuta est chargé de pouvoir structurer, organiser la gestion de cette ville. Il n'en est pas le propriétaire. Il va accepter le vœu de tous les citoyens congolais à pouvoir marcher dans les villes de Kinshasa pour pouvoir exprimer leur désaveu de ce qui est en train de se passer maintenant en République démocratique du Congo, c'est-à-dire de la prise en otage du processus électoral qui va bloquer notre droit en tant que citoyens d'élire les autorités que nous choisissons de notre propre gré pour nous diriger. Ceci est notre droit constitutionnel. Si on nous empêche de choisir nos dirigeants, nous ne saurons pas contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans notre pays. Nous serons contraints à fuir le Congo pour aller vivre dans d'autres pays. Et quand nous irons dans d'autres pays en masse, on refusera que nous allions là-bas. Donc, nous devons arranger les choses dans notre pays pour être capables d'y vivre. Donc, tous les jeunes, si le 19 septembre, Corneille Nangaa n'a pas appelé au début du processus électoral, tous les jeunes, nous allons dans les rues de Kinshasa, nous allons devant la CENI et nous allons chercher à rencontrer Corneille Nangaa pour qu'il nous dise quelles sont les bonnes raisons bien meilleures que celles de la Constitution qu'il veut trouver pour nous empêcher d'exercer nos droits. Nous en avons marre que nous ne puissions pas exercer nos droits en République démocratique du Congo. Et maintenant, ça doit finir. Ça doit finir maintenant. Merci beaucoup, monsieur Franco Tété. Je pense que les amis lecteurs, les amis téléspectateurs qui nous suivent ont bien compris. Quoique par moment vous mettiez les gants, mais je pense qu'eux-mêmes savent ce qui doit être fait. Le 19 septembre au 19 décembre, c'est une période de forte turbulence politique à cause de la bêtise des politiciens et les citoyens ayant constaté que ces politiciens les amènent en bateau sont en droit parce que finalement c'est au-dessus de la Constitution, il y a la population, il y a le peuple congolais, donc c'est parmi leurs droits, heureusement qu'il y a l'article 64 qui le dit. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté de venir à notre émission Vendredi Citoyen. Ça a été un apport important. Mais avant de nous séparer, avant votre mot de la fin, nous avons un acte protocolaire, c'est que vous signez notre livre d'or que vous étiez passé dans l'émission et c'est que vous avez comme vœu. Avec plaisir. Voilà, prenez un stylo, ça c'est un crayon. Je veux dire que mon vœu pour cette initiative, c'est de la voir prospérer et de voir plusieurs membres de la diaspora et plusieurs Congolais au pays comprendre cette initiative et sa portée et y apporter tout leur soutien. Je mets un point et je dis
pour qu'enfin vienne la grandeur du Congo. Voilà en quelques mots le vœu que je peux adresser. Bien sûr, je vais le signer. Merci beaucoup, Franco Tété. Et quel est votre mot de la fin par rapport à cette émission? Je vais donner un mot de la fin, mais avant de le donner, je voudrais signifier la libération de Yves Makwambala et Fred Baouma de Filimbi, pour lesquels nous avons fait beaucoup de plaidoyers. Je remercie en même temps toutes les personnes qui ont soutenu ces plaidoyers. Fred et Yves et beaucoup d'autres membres, beaucoup d'autres militants et prisonniers politiques avaient été libérés. Mais ce que nous déplorons, c'est que cette liberté est provisoire et aujourd'hui, on continue toujours à les appeler de temps en temps, se présenter aux institutions pour pouvoir marquer leur présence, ce qui n'est pas de nature à les laisser psychologiquement tranquilles, alors que les mesures qui ont été prises ont été destinées à décrisper la situation. On continue des pratiques de crispation de la situation et je déplore encore l'arrestation hier d'un nombre de jeunes qui se retrouvaient dans une réunion pour pouvoir soutenir la Constitution et l'alternance. Ces jeunes ont été arrêtés alors qu'ils ont tout simplement parlé de ce qui est écrit dans la Constitution. Aujourd'hui, ne devons-nous même plus lire la Constitution de la République démocratique du Congo? On court le risque d'être arrêté pour avoir lu la Constitution ou pour l'avoir expliquée. C'est bien dommage, c'est déplorable que je termine cette émission sur cette note négative, mais c'est bien cela qui se passe dans mon pays. Je ne vois pas comment je peux en faire autrement. Pour finir, je voudrais citer cette phrase de Frantz Fanon qui dit qu'il faut que chaque génération arrive à découvrir sa mission dans une certaine opacité, la trahir ou l'accomplir. Aujourd'hui, la génération que nous sommes, la population, la jeunesse congolaise et toute la population congolaise en général doit comprendre, malgré toutes les dissimulations, astuces et ce que font les politiciens congolais, il est de notre responsabilité de comprendre quelle est notre mission. Et bien sûr, nous ne pouvons jamais la trahir parce que nous disons dans l'hymne national: nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous tromperons le Congo en disant nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Son sol, nous le peuplons déjà. Nous profitons de la grandeur, nous profitons de la diversité de la nature qui est dans le Congo. Mais aujourd'hui, nous devons transformer cette diversité en la grandeur du pays. Et cela nous appartient comme mission. J'en appelle à tous les Congolais d'identifier qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre cette mission-là et donc de nous en prendre aux causes majeures qui, à mon avis, sont la mauvaise gouvernance. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Franco Tété. Merci beaucoup, chers lecteurs, chers téléspectateurs, chers amis du Congo. Et merci beaucoup aussi à notre réalisateur, M. Gérard Kanabasaou, grâce à qui ces images vous arrivent. Et donc, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission de Vendredi Citoyen.